T'es-tu déjà senti obligé de faire quelque chose pour quelqu'un juste parce que tu n'avais pas le courage de dire non? As-tu déjà vécu une situation inconfortable où tu n'as pas osé exprimer ton mécontentement, ton opinion, ta perception? Bien, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment établir des limites claires? Installe-toi confortablement, on commence dans un instant. Mon nom est Danielle Guérin. Bienvenue à Café pour emporter. C'est le podcast des adjointes et assistantes virtuelles francophones qui veulent lancer, gérer efficacement et propulser leur entreprise où on parle d'attitude, d'organisation, de technologie et de réussite. C'est pas facile de dire non et c'est pas évident de s'affirmer non plus. Pourtant, c'est très simple pour nous de définir ce qu'on accepte des autres, ce qu'on n'accepte pas. Mais comment est-ce qu'on peut reconnaître une situation où on n'a pas établi les bornes, où on n'a pas établi des limites claires? Par exemple, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'accepter de faire des choses seulement pour plaire aux autres ou pour éviter un conflit sans te soucier de ce qui est important pour toi et de tes besoins? Par exemple, tu as besoin de temps pour toi, de temps en famille, tu avais un autre engagement, tu as besoin de faire une activité sportive. As-tu l'habitude de tolérer des situations qui t'apportent pas d'énergie positive, mais au contraire vont engendrer de la frustration, de la colère, du mépris? Tu sais, par exemple, toujours être la personne disponible à faire le taxi pour les membres de la famille, à ramasser pour les autres, à organiser les événements pour faire plaisir aux autres, à penser à tout le monde, sauf à toi. Dans d'autres occasions, ce serait le comportement des autres envers toi que tu ne peux pas tolérer. L'abus verbal, du manque de respect, des demandes insouciantes, la dépendance affective. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire respecter nos limites? Nos valeurs, notre personnalité, nos croyances, nos expériences, c'est des éléments de base qui vont nous servir de repère pour établir ce qu'on accepte des autres et ce qu'on n'accepte pas. Une fois qu'on a identifié les situations à modifier, bien on peut éduquer notre entourage en verbalisant clairement ce qui nous incommode. À partir de là, bien, je parle surtout au niveau des relations interpersonnelles, mais je vais te parler un peu plus loin des différentes façons que tu pourras établir tes limites dans ton entreprise. Bon, des exemples pour éduquer ton entourage en verbalisant clairement ce qui t'incommode. Ce que je veux dire par là, c'est de dire « J'accepte pas que tu me parles sur ce ton agressif. Je préfère que tu demandes mon opinion plutôt que de prendre des décisions à ma place. J'aimerais que tu respectes mon opinion. J'aimerais que tu prennes tes responsabilités au lieu de me blâmer pour ce qui t'arrive. Ou encore, j'aimerais que tu puisses voyager les enfants la semaine prochaine pour celles qui ont des enfants. J'aimerais que tu me donnes un coup de pouce sur ce projet. En verbalisant tes limites, bien, tu vas attirer le respect des autres. Tu attires les gens avec des valeurs qui sont similaires aux tiennes. Ça évite des conflits inutiles, puis tu vas réussir à garder ton intégrité et tu vas cesser d'assumer que les autres vont finir par comprendre ton message en ayant le courage d'affirmer ce qui te trouble et comment tu aimerais atteindre l'harmonie. Donc, je t'invite à prendre le temps de faire la liste de tout ce que tu tolères de toi-même et des autres au niveau personnel. Puis, je t'invite à avoir le courage de partager tes barrières avec les gens concernés, que ce soit des amis, des proches, des collègues, des clients. Tu vas peut-être être surprise de voir comment la vie est beaucoup plus facile quand on établit nos limites. Comment ça se transpose dans notre entreprise? Bien, je vais te poser des questions et tu pourras prendre en note tes réponses. Je t'invite à mettre sur pause le temps d'écrire ou tu pourras revenir réécouter cet épisode. Donc, en fait, moi, j'appelle ça, au lieu d'appeler des limites professionnelles, j'appelle ça des standards. Donc, c'est des choses qui sont à la base de mon entreprise et qui font en sorte que je suis ce que je suis et que mon entreprise est ce qu'elle est. Les standards, je les aborde dans la formation Deviens la boss. C'est un module très important pour moi
et j'invite les participantes à la formation à faire ce module-là dès le début. Là, c'est un des premiers modules qu'on voit ensemble. Donc, tes standards, c'est les clients que tu choisis, que tu gardes, ton équipe, tes fournisseurs. Donc, premièrement, quand tu as décidé de créer ton entreprise, tu as choisi les services que tu vas offrir. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu ne feras pas sous aucun prétexte? Prends-le en note. Par exemple, pour moi, ce sont les appels commerciaux. C'est ce qu'on appelle communément là, les fameux cold calls. Donc, les appels de prospection. Moi, je n'en faisais pas et j'en ai jamais fait pour des clients ni pour moi au cours des 20 dernières années. Donc, si ce n'est pas un service que tu vas offrir ou d'autres choses, par exemple, moi, je n'offre pas la tenue de livre, comment est-ce que tu vas combler les écarts entre les services que tu offres et les besoins de tes clients? Parce que tu as les services que tu offres des choses que tu ne feras sous aucun prétexte. Dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des personnes ressources, des gens que je réfère directement à mes clients ou mes clients potentiels. Maintenant, ça m'amène à un autre critère ou un autre standard. Comment est-ce que tu vas choisir tes fournisseurs? Quels seront tes critères, justement, pour choisir tes fournisseurs? Qu'est-ce que tu veux d'eux? Qu'est-ce que tu as besoin? Quelles sont les qualités, leur façon de travailler? Tes fournisseurs vont être ceux qui vont combler, justement, l'écart entre les besoins de tes clients et les services que tu offres. Est-ce que tu vas aller en sous-traitance? Est-ce que tu vas engager d'autres adjointes virtuelles? Vas-tu créer des liens directs entre tes clients et tes fournisseurs ou bien c'est toi qui vas servir d'intermédiaire? Là, la réponse, ça dépend. C'est tout à fait correct. Selon les situations, tu peux aussi noter où tu vas mettre tes clients en lien direct avec tes fournisseurs. Dans mon cas, je le fais avec ma traductrice et aussi avec une de mes graphistes. Donc, autrement dit, quand j'ai un client qui a besoin de faire traduire ou réviser un texte, je le réfère, je recommande la personne ressource et je lui donne l'information de contact. De cette façon-là, je n'ai pas besoin de gérer la traduction ou de faire les suivis entre les deux personnes. Elles font leur suivi entre elles et ça va bien, ça fonctionne bien de cette façon-là. L'autre limite qui est importante, et souvent ce qui arrive, c'est une limite qui est souvent dépassée et qui n'est pas respectée chez les adjointes virtuelles, c'est notre horaire. Donc, ton horaire, ça va être quoi? Combien d'heures est-ce que tu vas consacrer à travailler dans ton entreprise, c'est-à-dire travailler pour tes clients? Et combien d'heures vas-tu consacrer pour travailler à ton entreprise ou sur ton entreprise? Ça va être le temps que tu vas prendre pour faire le marketing, le développement de nouveaux services, ta formation, donc te former à différents niveaux. Le temps que tu vas prendre aussi pour écouter des podcasts ou encore faire des exercices dans les différents cours et webinaires auxquels tu as participé ou encore à des réseautages également. Combien de temps est-ce que tu vas mettre là-dessus? Combien d'heures est-ce que tu vas travailler en tout? Là, ça peut être un nombre d'heures ou ça peut être de telle heure à telle heure, tel jour. Je t'invite à noter ton horaire. Au niveau des limites aussi, il y a certaines limites que je vois qui ne sont pas respectées au niveau de la communication. Donc, avec quel équipement ou logiciel vas-tu utiliser pour tes communications? Est-ce que c'est le courriel, le téléphone, Messenger? Vas-tu utiliser Slack ou autre service de messagerie ou encore est-ce que tu vas faire des
des Zoom, des Teams, des Google Meet, note-les. À quel moment et à quelle fréquence est-ce que tu vas communiquer avec les autres? Par exemple, j'ai des journées durant ma semaine où je prends absolument aucune réunion. Ces journées-là sont vraiment bloquées à mon horaire et c'est du temps où je peux vraiment me concentrer à travailler sans interruption. Qui est-ce qui peut te joindre directement et quand? Il y a peut-être certaines personnes à qui tu vas donner ton numéro de téléphone ou à qui tu vas dire, bien, mon Messenger est ouvert, tu peux communiquer avec moi si tu as besoin. Ça peut être utile, par exemple, dans le cas où on a des gens dans notre équipe ou si on travaille sur un projet plutôt important, par exemple, un client qui est en période de lancement, bien dans ce temps-là, c'est important de garder les canaux de communication bien ouverts. Qu'est-ce qui se passe le reste du temps? Est-ce que c'est la boîte vocale? Est-ce que ce sont les courriels? Donc, tu établis ce qui se passe quand on ne peut pas te joindre directement. Un autre point important où il faut faire respecter nos limites, bien sûr, c'est au niveau de notre tarif et de notre facturation. C'est super important de bien établir ton tarif dès le départ. D'ailleurs, ça fait aussi partie de la formation Deviens la boss et du kit Les Indispensables. Si jamais tu as besoin d'aide pour ta tarification, tu peux toujours aller sur le site de l'Académie des adjointes, la page, l'onglet Absolument tout et tu vas trouver les modules, là, les cours ou formations pour la tarification ou ce que tu as besoin. Donc, ton tarif aussi est non négociable. Donc, c'est toi la patronne et ton tarif, c'est toi qui vas le déterminer. Donc, c'est pas au client de te dire que c'est trop cher, hein, comme j'en ai parlé dans un épisode précédent où une cliente avait dit que le tarif d'une adjointe était trop cher. Et également, bien, si jamais le client ou la cliente te dit qu'elle trouve ça trop cher, bien, peut-être qu'elle va te donner un budget ou un nombre précis à consacrer au projet qu'elle veut faire. C'est tout à fait correct. De cette façon-là, tu respectes le client te respecte aussi en payant ton tarif. Ce que je veux dire par là, c'est que si le projet est faisable dans un certain nombre d'heures, peut-être que le client pense que quand tu lui dis que ton tarif est, mettons, 50 $ l'heure, et lui, il s'imagine peut-être que ça va te prendre 20 heures pour faire et réaliser un projet. Donc, lui, ce qu'il voit, bien, il fait la multiplication. Donc, il se dit, bon, ben, ça va me coûter 1000 $. J'ai pas 1000 $ à mettre là-dedans. Mais si, tu sais, dès le départ, si vous n'avez pas discuté c'est quoi le projet et tout ça, toi, tu peux pas lui dire, tu peux juste lui dire ton tarif horaire. Mais si le client te dit son projet, puis que tu réalises que c'est quelque chose qui peut être fait rapidement, bien à ce moment-là, tu peux dire au client, mais non, ça va vous coûter 500 $ parce que tu figures que ça va te prendre à peu près 10 heures pour le faire. Donc, c'est important là, tu sais, je te demande pas de baisser ton tarif, mais si le client veut payer moins, bien on lui donne moins. C'est pratique avec les forfaits parce que on va avoir des services qu'on peut simplement retrancher du forfait et le client va payer un certain prix. Ah, c'est un peu comme acheter une auto. Si on prend les options, bien, ça va nous coûter plus cher si on prend toutes les options. Mais si on veut payer moins cher, bien, on va enlever les options qui ne sont pas essentielles. Bien, c'est la même chose avec le forfait. Là, si jamais un client arrivait puis te disait que c'était trop cher. Mais ça se peut aussi que ce ne soit pas un fit. Bien, c'est correct de laisser aller le client. Donc, bien sûr, au niveau de ta tarification, à quelle fréquence est-ce que tu vas augmenter ton tarif? Personnellement, je recommande d'augmenter le tarif, surtout si c'est un tarif horaire, de l'augmenter annuellement, donc par exemple en début d'année, et avertir le client quelques mois avant la fin de l'année
que le tarif va augmenter de 1 ou 2 dollars. Ça se passe mieux que d'attendre 2-3 ans et de dire au client, mais le tarif augmente de 10 dollars. Donc, augmenter graduellement à chaque année, bien, ça passe plus facilement, c'est plus acceptable de la part du client. Donc, quand est-ce que tu vas facturer? Est-ce que tu vas facturer à la fin de chaque mois, aux 15 jours? L'idéal, c'est de facturer une fois par mois. Si tu as des forfaits ou des banques d'heures, bien là, tu vas facturer avant de commencer. Là encore, ça dépend. J'ai une collègue qui, pour ses premiers clients, dès qu'elle atteint 200 dollars, elle leur envoie une facture. Et là, elle peut voir si c'est un client qui est bon payeur ou non. À partir de là, elle va décider si elle continue avec ces clients-là ou non. Parce que souvent, quand on ne connaît pas les gens, c'est un risque qu'on prend comme adjointe virtuelle en facturant après avoir rendu le service. Donc, tu veux t'assurer que tes clients vont te payer et tu vas établir ta façon de facturer. Si tu factures trop souvent, par exemple, les gens vont avoir tendance justement à reporter le paiement pour un mois. Donc, tu peux voir avec tes clients, leur dire ce que tu préfères et tu vas voir leur réaction et tu vas pouvoir décider ce que tu veux faire. Le fait d'avoir des standards, ça ne veut pas dire que c'est coulé dans le béton. Tu peux quand même faire preuve d'un peu de flexibilité, sauf au niveau du tarif. Pour moi, c'est important, le client n'a pas le droit de négocier ton tarif à la baisse. S'il veut payer moins, comme je t'ai mentionné, tu lui donnes moins. Simple comme ça. Est-ce que tu vas facturer à forfait ou à l'heure ou une combinaison des deux? Dans le cas de mon entreprise, bien, je facture à forfait pour certains services et au niveau des services comme la gestion des courriels, bien, je le facturais à l'heure à l'époque parce qu'on pouvait difficilement prévoir le temps d'avance, combien ça allait prendre pour gérer les courriels. Mais de plus en plus, c'est assez facile de savoir combien de temps ça va prendre. Et puis, dans un forfait mensuel, bien, on peut inclure plusieurs services, dont la gestion des courriels. Et c'est pas ça qui va prendre le plus de temps, surtout une fois qu'on a créé des modèles pour les questions qui reviennent fréquemment, les courriels qu'on envoie souvent. Bien, en ayant des modèles, bien, on gagne du temps aussi. Toujours dans la tarification, qu'est-ce qui est inclus dans ton tarif et qu'est-ce qui ne l'est pas? Par exemple, quand j'ai commencé, ce qui n'était pas inclus, c'était parce que je faisais des publi-postages, bien, c'était les frais de poste, parce que j'avais des envois postaux à faire pour des clients, les frais d'impression aussi, parce que parfois les clients me demandaient, lorsque j'aidais pour l'organisation d'ateliers de conférences, de m'occuper de faire l'impression. Donc, ces frais-là m'étaient remboursés. Les frais interurbains aussi, à l'époque. Donc, si je devais faire des appels pour des clients, bien, je me faisais rembourser les frais pour ces appels-là. Bon, maintenant, je ne fais plus de publi-postage pour des clients, mais c'est un exemple là, de ce que je faisais pour les clients. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que le client peut faire son impression avec un fournisseur comme le service de copie chez Bureau en gros ou un autre imprimeur et payer, c'est le client qui va payer la commande. On peut l'aider à faire la commande, mais c'est le client qui va payer. Pour ce qui est au niveau des interurbains, bien sûr, les appels avec mes clients qui étaient à distance, donc outre-mer, bien, on faisait des Skype à l'époque et maintenant, on fait des Zoom ou des Google Meet. Donc, c'était inclus dans mon tarif général, donc je ne facture pas pour ça. Donc, détermine ce qui est inclus, ce qui ne l'est pas, selon les services que tu offres. Ensuite, quel mode de paiement est-ce que tu vas accepter?
Est-ce que tu vas accepter les chèques, les cartes de crédit, PayPal, est-ce que tu vas privilégier les virements par courriel? C'est vraiment génial, les virements par courriel, parce qu'il n'y a pratiquement pas de frais pour ça. En tout cas, c'est bien moins élevé que passer par Stripe, donc les cartes de crédit ou PayPal, où là, on parle de 3% environ. Donc, les chèques, je n'en reçois plus. Il y a plein d'autres façons pour se faire payer là, que les chèques. Quel est le délai de paiement aussi? Une fois que tu as facturé, combien de temps après l'émission de la facture est-ce que tu vas attendre le paiement? Est-ce que c'est 15 jours, 30 jours après? Puis est-ce que tu vas facturer de l'intérêt? Ça va être quoi ta procédure quand les délais vont être écoulés? Donc, si un client ne paye pas dans les 30 jours, est-ce que tu vas ajouter de l'intérêt? Si oui, combien? Tu dois vérifier aussi et t'assurer que tu respectes la loi. Hein, il y a une limite au niveau du taux d'intérêt que tu peux charger. Donc, informe-toi à ce niveau-là. Dans quelles circonstances est-ce que tu vas faire appel à une agence de recouvrement? Je ne te le souhaite pas, mais ça peut arriver. C'est arrivé à des collègues, donc c'est pour ça que je t'en parle. À défaut de rien recevoir, d'en recevoir une partie à ce moment-là, ça vaut le coup. Alors, c'est les principales limites là, à faire respecter au niveau là, de la tarification, puis de la facture. Autrement dit, ton argent. Bien sûr, il y a aussi au niveau de tes vacances, de tes congés. Quand tu es en congé, tu veux t'assurer que tu es vraiment en congé et que tu ne seras pas dérangé. Donc, tu en informes tes clients. Quand est-ce que tu vas le faire? Qui va assumer la relève pendant ton absence? Donc, tu peux penser à ton réseau d'adjointes virtuelles ou encore à ton équipe si tu en as une en place. C'est principalement des limites à mettre en place. Puis, regarde ça au niveau de tes vacances. C'est important de pouvoir prendre des vacances, prendre congé. C'est ça pour des principales limites et standards à mettre en place. Donc, je t'invite à voir ce que tu as déjà mis en place, peut-être les ajuster, puis tu vas voir qu'au fil du temps dans ton entreprise, tes limites vont se préciser, vont être de plus en plus claires. Tu vas avoir de plus en plus de facilité à les faire respecter et tu vas te sentir beaucoup mieux comme entrepreneur et leader de ton entreprise et de ta vie. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour un autre café pour emporter.